Salutations à vous tous et à vous toutes, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, de ce côté ou de l'autre de l'océan, à Québec, à Paris, à Bruxelles, en Afrique ou ailleurs. Comment continuer à nourrir notre paix intérieure, à prendre au mieux soin de nous pour prendre soin des autres? Comment prendre soin de ce qui nous relie à nous-mêmes, aux autres et à la planète? Comment faire que le hamster fou qui court dans notre tête? Comment faire quand tous ces petits hamsters rentrent en compétition et en guerre les uns contre les autres, alors que la plupart d'entre nous, on aimerait cultiver une forme de paix, d'ouverture, de générosité et prendre soin du vivant? Alors pour ça, on rencontre tous les jours des femmes, des hommes, des pères, des mères, des grands-pères d'ailleurs, des philosophes, des psychologues, des médecins et surtout des terriennes et des terriens qui viennent partager un peu de leur inspiration sur comment vivre mieux sur notre petite planète bleue. Et aujourd'hui d'ailleurs, ici en Belgique, c'était une journée de grève sur les réseaux virtuels, évidemment, pour le climat. L'idée était de nous sensibiliser à nouveau à cette question importante qui nous rassemble tous et toutes, humains et non humains, sur notre petit vaisseau spatial. Alors l'invité de la rencontre d'aujourd'hui, c'est Serge Marquis. Salut Serge. Bonjour Elias, cher Elias. Très heureux, merci de m'accueillir chez toi, littéralement. Chez nous. Chez nous, oui, absolument, c'est plus juste chez nous. Alors Serge, Serge, tu es médecin spécialisé en santé communautaire et tu as complété une maîtrise en médecine tropicale. J'avais lu, je trouvais que c'était vraiment intéressant, médecine communautaire, et puis tu t'es intéressé aussi à cette médecine qui nous met en lien avec d'autres parties du monde. Tu allais dire Ah quelque oui, chose? mais il faut que je fasse déjà une précision. J'étais à Londres dans une université où on parlait d'hygiène et de médecine tropicale. Moi, c'était plus pour la partie médecine du travail, hygiène, et c'est ce qui effectivement m'a amené pour le reste de ma vie à m'intéresser à la santé psychologique dans l'espace de travail et bien sûr à l'extérieur du travail parce qu'on ne peut pas détacher les deux. Il y a, quand on sort de l'espace de travail, on ne peut pas laisser complètement tout ce qu'on y a vécu derrière nous. C'est très difficile. Et c'est la même chose quand on s'en va dans l'espace de travail. C'est très difficile de laisser, encore une fois, derrière nous ce qui est de l'espace personnel, de la vie à l'extérieur du travail. Alors donc, c'est la partie hygiène qui m'a intéressé à l'université à Londres. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, puisque cette hygiène, qui est l'hygiène extérieure parfois, se laver les mains, se brosser les dents, ici on parle plutôt de l'hygiène de notre propre esprit, Ouais. cette forme de relation à soi qu'on a parfois oubliée. Mais avant de plonger dans ce sujet, on va commencer, comme toujours, par la citation que tu as choisie, et la voilà. Les oiseaux ne laissent ni nom, ni prénom dans aucun registre. Leur chant demande toute une vie pour venir, ils l'abandonnent aussitôt. Alors, une citation aussi jolie, elle vient de, bien sûr, de Christian Bobin. Mhm. Pourquoi, Serge, as-tu choisi cette citation de Christian Bobin? Je trouve que c'est d'abord, j'ai une admiration sans borne pour le travail de Christian Bobin, pour l'être aussi qu'il est, ce qu'il apporte sur cette planète. Et cette citation est une citation, à mes yeux, sur l'attachement. C'est-à-dire que c'est l'oiseau qui, son chant, il n'y est pas attaché. Il le laisse aller, tout simplement. Et après, le chant ne lui appartient plus. Alors, c'est, à mon avis, ce qui est très important en rapport avec notre mental. L'autre chose, l'autre partie de la citation qui est importante aussi, c'est qu'il ne laisse son nom dans aucun registre. Alors, et ça, à mes yeux, ça parle de l'ego. Donc, il y a deux grandes dimensions dans la citation qui est toute simple. Il y a une dimension qui concerne l'ego, qui a toujours besoin de s'immortaliser, qui a toujours peur de disparaître, etc. Alors que l'oiseau n'a pas peur de disparaître quand on lit cette citation. Il ne laisse son nom dans aucun registre. Et toute la dimension qui est liée à l'attachement, encore une fois, qui est évidemment reliée à l'ego, parce que le problème du mental et de l'emballement du mental est lié au fait que l'ego cherche constamment à se protéger. L'émotion qui est au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur de disparaître, donc cherche constamment à se protéger. Et en même temps, s'attache. La pensée, l'attention s'attache malheureusement à tout ce qui a trait à ce qui a
ce qui est l'ego, ce qui a construit l'ego, ce qui a fabriqué l'ego, ce qui est devenu ce que j'appelle moi un oignon de pelures identitaires. Alors voilà, donc en quelques mots, Bobin nous parle à la fois de l'ego et de l'attachement. Et c'est ce que je trouve magnifique. Et donc, au fond, il nous parle déjà de tout ton travail, quelque part, en tout cas d'une partie Oui. de ton travail qui est vraiment sur ces deux points clés. Il y avait, parmi tous tes ouvrages, un petit livre vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et que je pense qu'au Québec, on l'appelait Pensouillard le hamster. En Mhm. France, on l'a traduit par On est foutu, on pense trop, mais qui parlait Mhm. vraiment de ça. Et donc, dans une situation de, évidemment, le mental et l'ego nous pourrissent la vie tout le temps, mais en Mhm. situation de crise comme celle d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de peur, quel est l'effet en fait de ce petit hamster, ce mental qui tourne, tourne, tourne sans arrêt et qui a justement du mal à lâcher, qui s'accroche à tout? Quel est son effet sur nos vies? Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'emballement du mental d'un esprit tranquille. Et ça, je pense que c'est que tu fais à travers ton travail. Quand le mental s'emballe, il accapare toute l'attention. Et l'attention n'est plus disponible pour soit faire un inventaire des pistes d'action, un plan d'action devant une situation qui est perçue comme menaçante, ou encore l'attention n'est plus disponible pour profiter simplement du spectacle de la vie. Il y a comme trois éléments. J'en ai mentionné deux, mais il y en a un troisième. Si le mental s'emballe, l'attention n'est plus disponible pour déterminer si la raison de l'emballement, c'est-à-dire la perception d'une menace, est réelle ou non. Et dans la situation actuelle, bien sûr, ça c'est très important, il y a des situations qui peuvent être réellement menaçantes pour certaines personnes. Par exemple, la peur de perdre un emploi. Ça peut être une menace réelle pour certaines personnes. Si le mental est emballé, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon emploi, on n'est pas en train soit de se demander est-ce réel? Est-ce que je vais vraiment perdre mon emploi? Donc, premier élément. Ou le deuxième élément, si je perds cet emploi, est-ce qu'il est possible d'élaborer un plan d'action en rapport avec cette perte? Ou, troisièmement, ramener complètement l'attention dans le moment présent pour simplement, malgré la situation difficile, le savourer à travers les relations qu'on a avec les personnes qui nous entourent ou ce qu'on est en train de vivre. Donc, l'emballement du mental a pour conséquence d'amener, et ça va très loin, une perte de la lucidité à travers l'esprit tranquille. Parce que quand un esprit est tranquille, calme, on parle de lucidité et de pleine utilisation du potentiel. Ça, c'est très important. L'esprit tranquille, ce n'est pas de l'inertie, ce n'est pas de l'apathie. L'esprit tranquille, c'est de la lucidité. C'est un esprit clair qui peut être au contraire en pleine possession de tout son potentiel. Alors ça, c'est très important. Autre chose, il y a une femme dont j'admire beaucoup le travail ici au Québec qui s'appelle Sonia Lupien, qui est directrice de l'Institut de recherche sur le stress et Je l'ai qui a une... rencontré, on était ensemble à Dharamsala, Ah, à la ouais, rencontre de Mandela, le Dalai Lama et Sonia était là. je me Mais souviens de Je te laisse, ça. je te laisse développer. Juste préciser pendant que tu développes et garde bien ta pensée, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que au fond, quand ce petit hamster, notre mental s'emballe, on perd en lucidité, et donc c'est même pas une question de faire attention au mental parce que ça serait une forme juste de se faire du bien. Non, on n'est même plus capable d'évaluer si dans l'environnement, le danger est un danger réel. On perd ses moyens. Et j'imagine Exact. qu'après la lucidité, tu vas nous amener au fait que ça nous amène aussi à une perte, vas-y, de liberté. Mais je te laisse continuer. Ah, tout à fait, parce que dès que l'attention est complètement accaparée par la facilité, ou je dirais l'aptitude qu'a le cerveau à créer des scénarios catastrophes, parce que, et là je reviens à Sonia Lupien, elle dit du cerveau que c'est un détecteur de menaces. J'aime beaucoup cette expression, parce que le cerveau, au cours de l'évolution, a permis à l'espèce humaine de survivre en détectant ce qui pouvait être menaçant pour lui. Et quand il y avait perception d'une menace, de là la réaction de stress d'ailleurs, réaction de lutte, de fuite
ou encore de s'immobiliser, même pour pouvoir se cacher. On sait qu'il y a des animaux qui font ça, qui se camouflent en espérant que le vent est du bon côté pour pas que leur odeur soit transmise. Alors bon, donc il y a trois réactions là, par rapport à la perception d'une menace qui peuvent être traduites encore aujourd'hui devant tout ce que nous vivons. Soit la lutte, soit la fuite, soit figer ou en fait s'immobiliser pour essayer de passer inaperçu. Le problème, quand le cerveau s'emballe, quand le mental s'emballe, il ne perçoit, il va amplifier parfois même la menace, il va percevoir la menace, mais il va créer un espèce de scénario de la catastrophe et il n'est plus dans la dimension de lutte qui pourrait se traduire par un inventaire des pistes d'action possibles ou de fuite qui pourrait se traduire par un lâcher-prise sur une situation qui, dans les faits, n'est pas réellement problématique ou devant laquelle il n'y a pas de piste d'action pour le moment. Donc ça peut être une forme de ce qui autrefois était la fuite, on courait, mais là aujourd'hui, c'est on lâche prise par rapport à certaines situations dans lesquelles il n'est plus possible d'agir. Euh, donc, cette attention, parce que tout est autour du mot attention, là. Dans la lucidité, l'attention est disponible à son maximum. Là. La créativité liée à cette attention est disponible à son maximum dans un esprit tranquille, j'insiste. Et quand il y a emballement du mental à travers la scénarisation, ce que certaines personnes ont appelé la catastrophisation, un mot un petit peu plus vulgaire qui est la merdification d'une situation, ça a un impact biologique, psychique, qui nous fait perdre nos moyens et qui génère un inconfort, j'aime beaucoup ce mot, qui peut même être traduit par de la souffrance éventuellement, et la perte de nos moyens. Donc, découvrir, j'aime beaucoup ici cette expression, découvrir où est la tension, est-ce qu'elle est accaparée par le hamster, qui au fond, c'est important ça aussi, qui au fond peut à certains moments nous amener vers des pistes d'action, parce que l'hamster n'est pas un animal qu'on doit démoniser. Là. Je veux insister aussi sur ça, profiter de l'opportunité que j'ai pour le dire. Là. Je ne veux pas qu'on démonise l'ego, on va y revenir. Parce qu'on m'a parfois accusé d'avoir démonisé l'ego. On ne peut pas démoniser l'ego. L'ego, c'est le résultat d'un processus qui est à l'intérieur de nous. Juste avant que tu repartes vers l'ego, et pour bien garder le fil, donc ce que tu nous dis, c'est notre attention. Tout est une question d'attention, évidemment. Oui, oui. Si elle est complètement absorbée par notre petit hamster, alors j'aime bien ton mot, là, la merdification. Je ne l'avais pas encore entendu, donc il est très parlant, ce qui va amplifier, catastrophiser, et en fait, de cette perte de lucidité, on passe à une perte de liberté puisqu'on perd nos moyens et donc on n'est plus capable d'avoir cette liberté de choisir le comportement qui nous paraît très juste. Non seulement on ne le voit pas, mais en plus on ne peut plus agir, on n'est plus libre d'agir. C'est ce que tu nous dis? Tout à fait. Absolument. Et la liberté, c'est justement d'être capable de ramener l'attention dans le présent, parce que c'est là que ça se passe. C'est aussi dans le présent qu'on peut trouver des pistes d'action dans une situation complexe comme celle qu'on traverse et qui se traduit par des difficultés qui sont propres à chaque individu. Alors, mais c'est dans le présent qu'on peut faire un plan, d'abord se demander si la menace, elle est réelle, et après faire un plan d'action s'il y a menace réelle, ou encore d'arriver à lâcher prise dans un contexte où il n'est pas possible pour le moment d'avoir effectivement une piste d'action, ou de, encore une fois, savourer pleinement le spectacle de la vie qui est encore disponible malgré la situation difficile qu'on traverse. Ça, je sais que ça fait réagir beaucoup de personnes qui vivent des situations très, très difficiles. Ce n'est pas du déni. Je ne nie pas que nous traversons une période difficile. Ce que j'affirme, et on va même peut-être pouvoir retourner à la citation de Bobin, le chant d'oiseau existe encore présentement. Mon attention peut être disponible pour le percevoir présentement. La personne ou les personnes que j'aime sont encore là présentement, à moins d'avoir malheureusement perdu quelqu'un, là, mais ça aussi, c'est une opportunité de ramener l'attention sur ce qu'on est en train de vivre, la tristesse, etc. Mais si on n'a pas perdu une personne, les gens qu'on aime sont encore là.
Certaines personnes ont peut-être besoin de nous même. Moi, j'ai une mère qui a 91 ans, qui aime que je l'appelle tous les jours. J'ai aussi des petits-fils qui vivent en France, avec lesquels je passe du temps chaque jour. J'ai organisé une course au trésor par FaceTime ici dans le jardin. On enterre des coffres à trésors, on les déterre devant eux. Donc ça, c'est l'utilisation de notre créativité pour des personnes qu'on apprécie, qu'on aime. Alors, je te mets je te mets une petite pause et garde bien ton raisonnement. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous partages, c'est qu'un des grands malentendus liés à l'attention, à la présence, à la méditation, c'est l'idée que le moment présent, quand on parle de moment présent, on parlerait d'un truc un peu à l'eau de rose, un petit truc un peu new age, alors que non, ce que tu nous dis ici, c'est revenir au moment présent, c'est quelque chose de très lucide, de très réel, de réaliste, parce que c'est dans le moment présent que résident les problèmes, mais aussi les réponses et les ressources. C'est Tout dans à le fait. moment présent que résident aussi les personnes importantes, les opportunités, la possibilité d'aimer, d'agir, de prendre soin. Et donc, il y a vraiment quelque chose dans le moment présent qui est très concret et très réel, très loin de l'idée qu'on peut s'en faire de de ces images, ces malentendus, oui, le moment présent comme étant un espèce d'objet un peu psycho-gazeux, psycho-spirituelo-gazeux. Il y a même, je considère, moi, que le concept, je vais appeler ça un concept alors que ce n'en est pas un, là, on a conçu, créé un concept autour du moment présent et on a complètement galvaudé ce que c'est. Il y a même maintenant des entreprises qui se servent du moment présent pour vendre leurs produits. Tu sais, buvez notre bière, vous allez être dans le moment présent. Tu sais, c'est absolument hallucinant. J'ai eu le privilège dans ma vie de rencontrer des jeunes de 15 à 18 ans qui allaient entrer dans le réseau de la santé pour y travailler. Alors, je les rencontrais avant qu'ils entrent dans le réseau de la santé, des infirmiers, des infirmières, des ambulanciers, des aides-soignants, etc. Et je leur disais, vous savez, être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. C'est ça, être dans le moment présent. C'est pas quelque chose de psycho-gazeux et c'est pas non plus quelque chose d'hédoniste parce qu'on a associé le moment présent à quelque chose d'hédoniste. Être dans le moment présent, c'est être dans le plaisir. Bien sûr, on peut être dans le plaisir en étant dans le moment présent, je ne dis pas le contraire, mais on peut aussi être dans la tristesse en étant dans le moment présent. Parce que quand on vit un deuil et la perte d'un être cher, on peut amener son attention sur tout ce qu'on est en train de vivre pleinement pour, j'ai envie de dire, apprécier presque. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire là, mais apprécier au sens très large ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Le lien même que ça peut encore créer avec la personne qu'on a perdue, etc., etc. Tu sais, il y a tout ça dans le moment présent. C'est pas ni hédoniste, ce n'est pas psychogazeux, c'est tellement là où la vie s'écoule dans toutes ses dimensions. Et c'est ça qu'il faut revoir. Ça implique aussi d'entrer quand écouter le prof en classe, ça implique d'être complètement attentif sur ses paroles pour en tirer un apprentissage. C'est ça, être dans le moment présent. Ça va jusque-là. Alors donc, et c'est là qu'est la liberté aussi, parce que je reviens à ton mot si important. Si je suis coincé dans une forme d'accrochage, on parle d'attachement, mais être accroché, si mon attention est accrochée sur des pensées qui ne vont nulle part, parce qu'elles ne ressassent qu'une menace qui n'est pas nécessairement réelle, à ce moment-là, je ne suis plus libre parce que mon attention n'est plus disponible pour tout ce qu'on vient de décrire. Même pour me demander jusqu'à quel point cette menace est réelle, je reviens là-dessus, et si elle l'est, comment justement faire un inventaire des pistes d'action possibles, dresser un plan d'action, etc., etc. Ça va jusque-là. Donc, utiliser au maximum ma créativité. Dans la liberté émerge ma créativité complètement. Et ça, c'est merveilleux. Parce que ça n'a rien à voir avec l'ego. Ça me ramène à ce que je suis profondément. Alors, tu nous dis, dans ma liberté émerge ma créativité, et ça me Ouais. ramène à ce que je suis profondément. Et en même temps, un des mécanismes qui nous emprisonne, ou en tout cas qui va amener l'emprisonnement, c'est cette forme d'identification à nos pensées. C'est juste? C'est-à-dire que le hamster court là-dedans, mais
ce qui n'est pas peut-être un problème en soi. Tu l'as bien dit, on y reviendra. Tout ton message n'est pas un message contre le mental, contre quoi que ce soit, ou ni contre l'ego, mais tu nous dis, ce qui arrive, c'est qu'on s'identifie à nos pensées, c'est juste, on finit par être prisonnier parce qu'on ne fait plus de distinction. Est-ce que tu pourrais nous Ouais. dire un mot là-dessus? Ça, c'est un phénomène fascinant. Puis, c'est pas clair quand est-ce que c'est apparu dans l'évolution de l'espèce humaine, mais il y a un processus qui est apparu quelque part qu'on appelle le processus d'identification. Ce processus fait en sorte que, en cours d'évolution, on s'est mis à s'identifier à quelque chose pour devenir quelqu'un. Krishnamurti, ce philosophe que tu cites dans certains de tes travaux, croit, ou enfin émet l'hypothèse que c'est apparu à une époque où il y a eu une espèce de dérapage, que le cerveau avait considéré, à travers l'élaboration de certains concepts, que d'avoir un territoire, c'était important pour survivre, parce qu'on y trouvait de la nourriture, de quoi boire, la progéniture pouvait s'y développer. Donc, avoir un territoire, il y a eu un concept, j'ai un territoire égale je survis. Et Krishnamurti nous dit qu'il y aurait eu un dérapage qui aurait conduit à l'élaboration d'un autre concept, qui aurait été j'ai un territoire et il me distingue et me permet d'être différent de celui ou de celle qui n'en a pas. Et à partir de ce moment-là est apparu le processus d'identification à je suis ce que je possède. Donc le cerveau, lui, n'avait plus uniquement à défendre le territoire proprement dit, mais le concept même lié à ce que je me suis mis à appeler une pelure identitaire qui était je suis ce que je possède. De là, l'élaboration du concept de l'ego comme un oignon qui est fait de plusieurs pelures identitaires. Et ce qui est fou, c'est que défendre un territoire, c'est une chose, mais une fois qu'on doit défendre nos propres identifications, on a un nombre infini de choses à défendre. Ça n'arrête plus, c'est infini, c'est juste, parce qu'on en élabore sans cesse des pelures identitaires. Et c'est dans toutes sortes de détails. Un exemple que je m'amuse à donner, on est dans une boutique pour acheter un vêtement, et la personne qui souhaiterait nous le vendre, inconsciemment, va activer le processus d'identification. On est devant la glace pour essayer le vêtement, et la personne va dire, cette phrase est extraordinaire, mais c'est tout à fait vous, ça. C'est tout à fait vous, ça. Et là, instantanément, le mot est aussi important, instantanément, le processus d'identification est activé et on fait, vous trouvez. Et la personne d'ajouter, c'est votre style, votre palette de couleurs. Et là, elle enfonce le clou avec, on n'en a qu'un à votre taille. Alors là, le cerveau fait, ça va me rendre unique, ça va me distinguer, ça va me rendre spécial. Et ce processus d'identification est lié à un processus cérébral, un phénomène neurologique très important. Le cerveau ne fait pas la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego, donc aux pelures identitaires. Alors, si on arrive chez soi avec le vêtement qu'on a acheté et que les gens qu'on aime le plus au monde nous disent « Qu'est-ce qui t'a pris? T'es-tu regardé? Combien ça t'a coûté? » Le cerveau ne perçoit pas ces commentaires comme des commentaires à propos du vêtement, mais à propos de ce que nous sommes. Comme il y a des milliers de pelures identitaires, on s'identifie à ce que nous faisons, on s'identifie à son apparence, on s'identifie à un joueur de tennis, une équipe de sport, on s'identifie à un stylo qu'on a acheté, on s'identifie à des milliers et des milliers de choses. Dès qu'il y a un commentaire négatif à propos de n'importe quelle pseudo-identité, le cerveau déclenche la réaction lutte ou fuite et il nous met dans un état d'inconfort. De là naissent des conflits inutiles, parce que dès qu'il y a un commentaire sur une cravate à laquelle on s'est identifié, un commentaire négatif, le cerveau nous met en état de lutte avec la personne qui a émis le commentaire, alors que ce n'était qu'un commentaire à propos d'une cravate. Alors, quand on va dans le monde des opinions, des idées et des pensées, ça devient très problématique. Parce que dès qu'on s'identifie au contenu d'une pensée qu'on a eue, s'il y a un commentaire à propos de cette pensée, conflit. Boum. Et j'imagine que c'est encore exacerbé dans des situations où il y a des émotions. Parce qu'on peut avoir des opinions sur les politiques, sur comment il faudrait faire, est-ce que le confinement est bien géré. Donc, un peu comme si il y avait une poêle. Et sur la poêle, il y a toutes nos pensées auxquelles on s'identifie. Et puis, il y a le feu des émotions en dessous. Et ça attache.
Je ne sais pas de qui vient cette image, peut-être de Christophe André, mais j'aime bien cette image. Ça va augmenter, on va dire, cette identification. Mais alors, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Donc, tu nous as très bellement et bien expliqué comment on s'identifie, on lutte pour défendre notre sens d'identité face à ces pelures. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut en prendre un peu de distance, s'en libérer? Ouais, ah, tout à fait. Ben oui, puis le mot libérer est extrêmement important parce que il faut découvrir, et ça, c'est sûr que quand je prononce cette phrase-là, je suis conscient que je marche sur des œufs. Nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes aucune des pelures identitaires que nous fabriquons sans arrêt. Alors, la question qui suit ce que je viens de dire, c'est si nous ne sommes pas nos pelures identitaires, que sommes-nous? Et c'est le défi de toute une vie de le découvrir et d'y revenir. Et il y a une phrase, moi je rends hommage depuis des années à cette dame qui s'appelle Marie de Hennezel, psychologue française qui a travaillé en soins de fin de vie, en soins palliatifs, qui lors d'une conférence au Québec avait dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Phrase magnifique, parce que qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça ne vieillit jamais. On le voit dans les unités de soins de fin de vie, à quel point les personnes, dans les heures même qui précèdent leur décès, sont encore présents ou présentes aux personnes qui les entourent. Ils ne sont plus en train de défendre une pelure identitaire, une opinion politique ou peu importe. Ils sont là. Et cette capacité d'être présent ou présente, j'ai eu pour faire comprendre ça, pour le comprendre moi-même et pour le faire comprendre quand j'en parlais à certaines personnes, j'ai élaboré une espèce de modèle où ça ressemble à un atome. Le noyau, c'est la capacité d'être présent ou présente, puis autour de ce noyau, il y a toutes sortes d'autres capacités qui sont aussi des capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais. La capacité de créer, ça ne vieillit jamais. Alors, on est coincé quelque part là, entre cette espèce de oignon identitaire, cet ego, et qui, lui, va accaparer l'attention parce que dès qu'il se sent menacé, dès qu'une pelure identitaire se sent menacée, là, va déclencher la réaction lutte ou fuite. Et ce qu'on a à faire en travaillant, en méditant, entre autres, c'est d'observer où est l'attention et de la ramener sur ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est très concret, Elias. Certains soirs, avant de dormir, là, je suis couché sur le dos dans mon lit et mon hamster va revisiter des moments dans la journée où une de mes pelures identitaires s'est sentie menacée. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? J'aurais jamais dû dire ça, bon, etc. Donc, mon image, dans ma tête, se sent menacée par des commentaires qui pourraient être portés par d'autres personnes. Pendant que je suis couché sur le dos comme ça, là, et que je place mon attention tout à coup sur quelque chose aussi concret que mon souffle, je ramène mon attention dans le présent, ce qui fait apparaître la lucidité, l'esprit tranquille, qui peut se poser la question suivante. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée? Donc, passer de l'ego à ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ça, c'est formidable, parce que ça permet de revenir à la tranquillité, le calme, la liberté dont tu parles. Merveilleux, donc ce mouvement de l'attention, et j'aime beaucoup comme tu l'expliques de manière très simple, parce que c'est simple, c'est notre mental qui complexifie les choses, ce n'est peut-être pas facile, mais c'est simple. Donc déjà découvrir où on est emprisonné, parce on est absorbé par ce hamster, et comment est-ce qu'on va déplacer l'attention vers ce qui ne vieillit jamais, ce qui nous demande de découvrir d'ailleurs, comme tu le dis joliment, ce qui en nous ne vieillit jamais. Merveilleux processus, accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, je dis tout de suite aux personnes qui nous écoutent sur Présence que je n'ai pas du tout briefé notre ami Serge pour qu'il dise présence un nombre incalculable de fois. Tu utilises beaucoup, mais c'est vrai, c'est une question vraiment de présence. Ici, il y a vraiment, notre attention vraiment de cultiver une qualité de présence. Et c'est beau ce que tu dis. C'est quelque chose que nous ne perdons pas, quel que soit notre âge, nos conditions. Une chose qui s'impose à nous, peut-être la seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous sommes présents. Tout le reste, ce sont des histoires. J'aime beaucoup ce que tu nous partages de manière très concrète.
Oui. J'ai toujours, pour fonctionner comme être humain, j'ai toujours eu besoin d'une certaine forme de vulgarisation de certains concepts que je lisais à certains endroits là, pour pouvoir les appliquer à ma propre vie. Alors, et je crois que le mot, donc j'essaie de faire la même chose en toute humilité, là, mais ce que tu dis quand tu dis c'est simple, c'est vrai, c'est simple, mais c'est difficile, étrangement. Parce que revient toujours le l'hamster, l'ego qui a besoin de se protéger, qui a peur de disparaître, qui a envie d'être unique, spécial, pour s'immortaliser, etc. Donc, il accapare l'attention. Et ça demande un entraînement pour développer la vigilance nécessaire qui va permettre d'observer où est l'attention, pour la ramener sur ce qui dans le présent et sur ce qui ne vieillit jamais. S'il n'y a pas cet entraînement pour développer cette vigilance, en une fraction de seconde, pouf, l'attention est à nouveau accaparée par l'ego et toutes ses peurs. Donc, mais c'est simple. D'ailleurs, il y a une histoire qui m'a été racontée par une amie nonne bouddhiste qui a eu elle parlait de Shogan Trungpa, un moine bouddhiste qui était en Amérique du Nord et qui avait fait un séminaire. Et à la fin du séminaire, tout le monde avait quitté la salle, mais il y a une personne qui avait oublié un objet, et qui est rentré dans la salle. Et Shogun ne trouve pas était en train de pleurer. Il sanglotait. La personne ne comprenait pas. Il venait de faire un séminaire sur la paix, bon, la tranquillité d'esprit, etc. Alors, elle est allée voir Shogun Trungpa pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Et il a répondu, comment pourrais-je leur expliquer quelque chose d'aussi simple en sanglotant? Parce que c'est pas facile. C'est simple, mais c'est difficile à cause de tout ce qu'on a décrit au cours des dernières minutes. Merci beaucoup. Alors, il y a deux choses que j'aimerais encore aborder avec toi. Une, c'est un commentaire d'une personne qui nous regarde et qui dit qu'elle voulait des trucs pour stopper le mental. Et j'ai l'impression que ce que tu nous dis justement, c'est qu'il ne s'agit pas de lutter contre lui, ce qui lui donnerait de l'énergie, ou le stopper, mais de changer notre attention, de la mettre ailleurs. Est-ce que c'est ça? D'abord, de l'observer. Et c'est ça qui est, pour beaucoup de personnes, difficile à comprendre. Il y a une espèce d'espace là où on est capable de l'observer. Si je place mon attention sur mon souffle, tout à coup, je me rends compte qu'elle n'est plus accaparée par le mental qu'on est en train de décrire. Donc, je me rends compte que je suis capable d'observer les mouvements de l'attention. Ça, c'est très important. Et un autre concept fondamental au niveau neurologique, là, l'attention ne peut pas être à deux places en même temps pour un instant précis. Alors, quand j'observe les mouvements d'attention, je me rends compte qu'elle n'est plus dans le moment présent sur les paroles que la personne qui est devant moi prononce, si elle est accaparée par mon discours intérieur à propos de ce que la personne est en train de prononcer. Et ça, là, cette entrée dans l'espace d'observation, là, c'est ce qu'on pourrait appeler le truc, si tu veux, si on a besoin d'un truc. Et ça, je peux le faire très bien en m'assoyant, en essayant de placer mon attention sur mon souffle, je dis en essayant, pour me rendre compte qu'après 2 ou 3 secondes, elle n'est plus sur mon souffle, qu'elle est revenue sur l'activité du hamster qui court dans sa roue. Alors, et si je m'en rends compte, ça c'est chaque mot, et je les pèse, si je m'en rends compte, là, je viens de faire un pas de géant. Parce que je suis dans la vigilance à ce moment-là qui observe les mouvements de l'attention. Alors donc, je m'assois, je place mon attention sur mon souffle et ça ne prend pas 3 secondes, pif, l'hamster est parti à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça ce matin. Ah, j'ai ça à faire demain. Ah, Et je m'en rends compte. Et là, il ne faut pas que je tombe dans le piège de l'accuser de tous les maux. Là. Il faut simplement que je fasse ah, il est reparti à courir. C'est pas grave. Entrer dans la bienveillance à son propre égard, à l'égard de cette activité qui a eu quelque part pour objectif de me protéger, d'assurer ma survie ou à une certaine époque, et aujourd'hui d'assurer la survie de l'ego. Donc, il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre d'une bonne intention. Là. Donc, d'entrer dans la bienveillance, bon, ça y est. Peut-être même il est reparti à courir. Quelle est la menace qu'il perçoit présentement? Est-elle réelle ou non?
ou ramener l'attention sur le souffle, sentir l'apaisement. Voilà. Hmm. Et donc, dans ces mouvements de l'attention, donc je ramène l'attention sur le souffle, je peux observer plutôt qu'être absorbé, donc ce qui est très différent, j'observe plutôt qu'être absorbé par le mental. Et puis, il y a nos cinq sens, qui sont comme autant de portes pour nous permettre d'avoir une attention concrète, ouverte, dans laquelle je peux observer ce qui se passe, plutôt que d'être absorbé uniquement par ma tête. Est-ce que c'est juste? Tout à Donc, fait, absolument, absolument, absolument. C'est là-dedans, exactement ça. je suis ouvert à l'ensemble du paysage. Tout ce qui est concret, le souffle, c'est concret. C'est là, c'est toujours là. Ce que mes sens peuvent m'apporter, c'est concret. Pour débrancher le hamster, je peux même aller placer mon attention, je vais aller très loin, sur le vin qui est dans ma bouche. Une fraction de seconde, tu comprends? Pendant que je suis en train de manger avec des amis ou prendre un verre de vin avec des amis, ça peut partir le mental encore. Les jugements sur les personnes qui sont en face de moi ou à mon propre sujet, je ne suis pas à la hauteur par rapport à eux. Ce genre de jugement-là, l'attaque à l'autre, l'attaque à soi-même, l'ego, hein, encore une fois. Et là, m'en rendre compte, puis ramener l'attention sur le vin que dans ma bouche, le savourer, pour observer les mouvements de l'attention, tout simplement. Découvrir qu'il y a cette capacité. Richard Moss, un médecin américain, disait au sujet de la méditation, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. C'est magnifique parce que je peux me rendre compte pendant que je l'écoute si j'ai perdu cette écoute, si l'attention est tout à coup accaparée par les commentaires, les jugements, et la ramener dans l'écoute. Et ça, c'est une méditation. C'est l'observation des mouvements de l'attention. Et ça, c'en est un truc. Êtes-vous là quand vous écoutez ou si vous n'êtes pas là? Servez-vous de l'écoute d'une autre personne pour découvrir où est votre attention. Vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez entrer dans ce que vous êtes vraiment, plutôt que dans la peur que l'écho disparaisse. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, la peur de disparaître qui va juger, attaquer ou se diminuer, etc., etc. En fait, tu nous dis qu'on peut faire de chaque expérience, en fait, de chaque situation, une expérience, puisque dans n'importe quelle situation, qu'elle soit nous-mêmes avec nos propres pensées ou en relation, on peut appliquer cette attention et cette présence bienveillante, comme tu l'as souligné. Merci beaucoup. Alors, il y a un point que tu avais levé au début, tu as dit que tu y reviendrais, c'est qu'on t'accusait parfois d'être anti-égo ou contre l'ego, de vouloir l'éradiquer, et que ce n'était pas le cas. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Non, il y a des gens qui disent, oui, mais on a besoin de l'écho. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'il disparaisse. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Et en même temps, quand on me dit on a besoin de l'ego, je leur dis, ne vous inquiétez pas, il ne vous quittera pas. L'idée, c'est justement de prendre conscience de son activité. C'est simplement de découvrir comment l'apaiser, puisqu'il est le résultat de ce processus mental qui fabrique des identités, probablement liées à quelque chose de très ancien. Hein. Quand on était enfant, on a probablement confondu l'idée de devoir être quelqu'un à tout prix pour ses parents, parce qu'on a peut-être interprété, ou un oncle, une tante, un professeur, peu importe, parce qu'on a peut-être interprété une parole qui a été dite. Ah, va-t-il être professeur? Va-t-il être musicien? Va-t-il être, je sais pas, champion de gymnastique? Tu sais? On a comme interprété qu'il fallait qu'on soit quelqu'un pour obtenir l'attention qui nous permettrait de survivre. Alors, on s'est mis à croire qu'il fallait toute notre vie être quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire. Et il y a eu confusion avec le fait que ça nous permettrait de survivre. Et ça, c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, aussitôt qu'on a l'impression d'avoir été quelqu'un à travers une pelure identitaire, on se met à la défendre à tout prix, comme s'il en allait de notre propre survie. Mais c'est cette mécanique-là qu'il faut observer pour revenir dans la lucidité, apaiser, apaiser. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un, entre guillemets, lié à une pelure identitaire. Je suis à travers ce qui en moi ne vieillit jamais. C'est là. C'est merveilleusement reposant de se dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, c'est déjà là, cette partie qui ne vieillit jamais, elle doit pas être, il ne faut pas la conquérir, il ne faut pas la défendre, elle est là. Il faut Oui. juste pouvoir y retourner. Observer ce qui nous empêche d'y être. Observer ce qui nous
prive de notre liberté d'aimer, de nous émerveiller, de créer, d'apprendre, de transmettre, de savourer. La liberté, elle est dans tout ça. Et quand le hamster prend toute la place de l'attention, elle n'est plus disponible pour tout ce que je viens de décrire. Et cet ego, je ne le démonise pas, c'est le résultat d'un vieux processus et qui se perpétue et qui est à l'origine d'un paquet de conflits inutiles, malheureusement, et d'un paquet de peurs qui ne sont pas justifiées et de beaucoup de souffrances inutiles qui pourraient être apaisées si on arrivait à développer la vigilance nécessaire. Et ce que tu nous dis là, donc, cette attention qui nous permettrait d'épargner des souffrances inutiles, et que c'est déjà là, en fait, qu'il faut revenir à ce qui est déjà là, ça fait écho à une citation de Rumi que j'aime beaucoup, le poète Rumi qui dit « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Ah, c'est magnifique. Absolument. Tout à fait. Et le hamster en construit sans cesse. Sans cesse. Il est en mode protection. Alors que parfois, il pourrait, si on l'observait, il pourrait être considéré comme un vecteur indiquant des pistes. Ah, j'ai peur de ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Cette situation m'apparaît menaçante. Ah bon, est-ce que c'est vraiment menaçant ou si, et si ça l'est réellement pour ma survie, comme actuellement, il y a des dimensions qui sont associées à la survie et le plan d'action, ben, c'est se laver les mains, c'est tout ce qui a été dit des millions de fois, tousser dans le coude, ces choses-là, ce sont des pistes d'action possibles devant cette perception d'une menace qui est liée à la présence de cette épidémie. Merci beaucoup, Serge. Alors, est-ce que tu pourrais revenir à nous dire quelques mots sur la méditation? Si tu devais nous expliquer comment on pourrait faire une petite méditation, on en a déjà beaucoup parlé, hein, cette question d'attention et de présence, mais comment tu nous dirais ça en quelques mots sur méditer pour toi? Le petit moment. C'est une opportunité absolument extraordinaire qu'on peut s'offrir d'observer les mouvements de l'attention qui, parfois, vient à l'esprit quand je médite et que je me mets à observer les mouvements de l'attention. Je la compare parfois à une mouche. Tu sais, cette mouche qui, dans une pièce, se met à bourdonner, puis on a l'impression qu'elle ne se pose jamais. C'est fascinant. Alors, donc, méditer, c'est observer les mouvements de l'attention qui tout à coup s'accrochent à une pensée au lieu de simplement l'observer et de la ramener sur quelque chose de concret. Ça peut être quelque chose lié aux cinq sens, dont on parlait tout à l'heure, le souffle, ou quelque chose de concret, tout simplement. Donc, et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un entraînement qui, dans des situations où, en une fraction de seconde, l'attention est accaparée par quelque chose qui conduit nulle part, on peut la ramener dans la tranquillité, là où est la créativité, la liberté et la vie. Merci, merci beaucoup. Merci, Serge, de cette Merci. promenade. Merci à toi, Elias. Merci infiniment pour ce que tu J'ai fais. j'ai beaucoup apprécié déjà de la préparation et puis de cette conversation avec toi qui est vraiment très éclairante. Et une des choses que j'apprécie particulièrement, c'est ta capacité à transmettre ça avec cette grande simplicité. Parce que le fait de complexifier tout ça, comme tu l'as très bien dit, on confond souvent la difficulté et le fait que ce soit compliqué. Tu nous l'as bien dit, c'est difficile, mais c'est simple. Et le fait de savoir que c'est simple nous donne, en tout cas à moi, de nouveau, ça m'encourage à me dire, voilà, c'est une question d'attention, c'est revenir. C'est pas quelque chose de... On n'a pas besoin de plus de savoir, on a besoin d'un peu plus de pratique, peut-être. Oui, oui, oui. Ah, tout à fait, tout à fait. J'avais entendu ou lu quelque chose de Krishnamurti qui disait lisez un livre. Après, passez à l'action. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'on peut en lire 275, tu sais, mais est-ce qu'on les met vraiment, vraiment en application dans notre quotidien? Et je voudrais peut-être juste faire une petite allusion à un voyage que j'ai fait au Népal où, bon, dans le cadre d'une activité avec mon ami Rémi Tremblay. Et il y avait un moine qui nous avait dit
je ne connais pas grand-chose au bouddhisme en passant, hein, je vais citer là-dessus, mais il y a des enseignements que j'avais trouvé ça très intéressant. Il disait, il faut méditer dans l'action. Meditation in action. Et ça, j'avais trouvé ça fort intéressant parce que si j'arrive à un feu rouge avec mon hamster ou un feu rouge, nous on dit une lumière rouge au Québec, que je suis en voiture avec mon hamster se met à pester contre le fait que ce soit toujours à moi que ces choses arrivent, je peux à ce moment-là profiter de cette situation-là pour ramener mon attention sur quelque chose de concret. C'est ça, méditer dans l'action. Quand on est en conflit avec une autre personne, c'est là que ça se passe, vraiment. Merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, Serge, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas encore parlé de ça, mais dans 2 posts que j'ai faits sur les réseaux sociaux pour présenter notre rencontre, j'ai 2 fois utilisé des citations de Krishnamurti. Ah, Et donc, c'est quand même très intéressant. Et une des citations de Krishnamurti, je te la lis puisqu'elle était là, c'est « Il est impossible d'être à soi-même sa propre lumière si on est pris dans les ténèbres de l'autorité, du dogme et des conclusions. » En d'autres mots, si Krishnamurti était là aujourd'hui, il aurait dit si on est pris dans les ténèbres de son hamster, mais... ouais, peut-être. Mais, effectivement, c'est ça. Tout c'est... Puis il parle beaucoup de l'ego, hein, Krishnamurti, et effectivement de la place qu'il occupe et comment revenir dans l'esprit tranquille, calme, en pleine possession de toute notre lucidité. Et non pas, j'ai beaucoup aimé ton image tout à l'heure, là, dans un état psychogazeux. Ça n'a rien à voir avec ça, mais rien. C'est tout le contraire. C'est d'être totalement vivant, pleinement vivant. C'est vraiment ça. Enfin, ça, voilà. Merci Serge. Le poème que tu as choisi. Même boiteux, tu marches, homme, femme, des ombres fertiles, vers la forêt d'enfance, où l'étoile scintille, où l'épaule se donne, où le fleuve t'emporte, vers ce feu d'ignorance, où tout a la saveur des instants qui se frôlent. Jean Lavoué. Jean Lavoué, un poète que j'ai découvert récemment grâce à une amie. Et il y a des textes absolument lumineux écrits par Jean Lavoué. Les instants qui se frôlent, comme c'est beau. Hein? Alors, c'est là où on peut être quand on est dans le présent complètement. Quand on est dans l'esprit tranquille. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tous et nous toutes comment méditer, c'est justement revenir dans cet espace de tranquillité où on peut se rendre compte qu'on est tous et toutes liés, interdépendants, en cette commune humanité, loin de ce que ce petit hamster qui veut nous faire croire que c'est nous tout seuls, attaqués, menacés par tous les autres, là où on peut accueillir nos fragilités, nos vulnérabilités, construire un espace de bienveillance d'où on peut agir, comme tu l'as très bien expliqué, et dans lequel on peut aussi accueillir l'ensemble de la vie, être ces jardiniers et ces jardinières d'un monde différent, où on va semer des graines de présence, de bonté, de joie, de générosité, de justice. Alors, ce que tu nous as aussi dit, très cher Serge, c'est que tout cela était accessible, pas toujours facile, mais pour chacun et chacune d'entre nous, c'était uniquement une question d'attention. Et qu'on peut le faire pour avec des choses aussi simples que notre propre respiration qui est là à chaque instant, qui ne nous abandonne jamais. Alors ça continue ce soir à 21h pour les mamans, alors 21h heure de Paris, ce qui fait 15h heure de Québec. Maman Cercle, Aurélie de Maman Cercle fera une méditation particulièrement pour les parents qui à ce moment-là ont peut-être des enfants qui dorment déjà. Demain matin, un de tes collègues, un de nos amis médecins, Olivier Delatoueur, fera une méditation à 6h30 du matin de chez nous pour peut-être celles et ceux d'entre vous, les matinaux et les soignants. Et demain soir, ce sera Dominique Hubert qui sera notre invité. Alors, Serge, merci aussi d'avoir montré que quand le monde nous semble agité, confus, assombri par ce petit hamster qui court, et lorsque le monde est vraiment difficile à l'extérieur, on peut toujours se rappeler qu'il y a un espace en nous qui ne vieillit jamais. Et chers amis, ça nous rappelle aussi que dans tous les cas, quand l'horizon semble bouché, la voie de sortie, elle est aussi à l'intérieur. Merci Serge. Merci très cher Elias, merci infiniment. À À bientôt. bientôt.